Il s'est moqué de son accent. Il est passé à un dialecte français obscur juste pour l'embarrasser. Il pensait qu'elle n'était qu'une serveuse. Mais sa réponse impeccable, dans un français aristocratique parfait, a fait bien plus que réduire la salle au silence. Elle a démoli son ego, exposé son ignorance et déclenché une série d'événements qui allaient tout lui coûter. Il regarda son badge, puis ses chaussures éraflées, et eut un rictus de mépris. Pour Harrison Sterling, la serveuse qui se tenait devant lui n'était pas une personne. Elle était un accessoire dans sa mise en scène de richesse et de domination. Il pensait que, en passant à un dialecte aristocratique et obscur du français, il pourrait la dépouiller de sa dignité, là, devant sa cavalière. Il pensait être la personne la plus intelligente de la pièce. Il avait tort. Il ne savait pas que la femme qui tenait son menu n'était pas juste une serveuse, et que les quelques mots qu'elle s'apprêtait à prononcer allaient non seulement réduire la table au silence, mais aussi démanteler sa vie entière. Ceci est l'histoire de la rencontre entre l'arrogance et son maître. L'air à l'intérieur du Loroni, le bistrot français le plus ostentatoire de Manhattan, sentait l'huile de truffe, le parfum coûteux, et la vieille fortune. Pour Sarah Bennett, cependant, cela sentait surtout l'épuisement. Sarah ajusta la ceinture de son pantalon noir, qui était une taille trop grande, et qui tenait grâce à une épingle à nourrice cachée sous son tablier blanc immaculé. Il était 20h15, un vendredi. Le coup de feu du dîner atteignait son apogée. Une cacophonie de cristal qui s'entrechoque, et le bourdonnement sourd de conversations qui coûtaient plus cher à la minute que ce que Sarah gagnait en une semaine. La table 4 a besoin d'eau. La table 7 veut renvoyer le bar parce qu'il a l'air triste. Bouge, Bennett. Bouge. Le sifflement venait de Charles Henderson, le chef de salle. Henderson était un homme qui croyait que transpirer était un signe d'incompétence. Il planait actuellement près du poste d'accueil, essuyant une tache imaginaire sur un menu relié en cuir. « Je m'en occupe, Charles, dit Sarah, en gardant la tête baissée. Elle saisit une carafe d'eau glacée, ignorant la douleur aiguë et lancinante dans la voûte plantaire de son pied gauche. Elle était debout depuis 9 heures. Ses chaussures, des antidérapants génériques achetés dans un magasin discount du Queens, étaient en train de se désintégrer. Sarah Bennett avait 26 ans. Pour les clients du Loroni, elle n'était qu'une silhouette en noir et blanc. Elle était la main qui remplissait le vin, la voix qui récitait les plats du jour, et l'objet qui absorbait leurs plaintes. Il ne voyait pas les cernes qu'elle dissimulait soigneusement avec un anti-cerne de pharmacie. Il ne savait certainement pas qu'il y a 3 ans, Sarah était doctorante en linguistique comparée à la Sorbonne, à Paris. L'un des esprits les plus brillants de sa cohorte, avant que l'appel téléphonique n'arrive. L'accident, l'attaque de son père, et les factures médicales qui avaient englouti leurs économies, comme un gouffre sans fond. Elle avait quitté Paris du jour au lendemain. Elle avait troqué la bibliothèque pour le plateau, l'amphithéâtre pour la salle à manger bruyante. Elle faisait ce qu'elle devait faire, pour garder son père dans l'établissement de soins, au nord de l'État. Sarah. Henderson claqua des doigts à nouveau. Des VIP arrivent à la table 1. La meilleure vue. Ne gâche pas ça. Sarah regarda vers les lourdes portes en chêne. L'hôte, un adolescent tremblant nommé Kevin, s'inclinait doucement alors qu'un couple entrait. L'homme entra en premier, ce qui disait à Sarah tout ce qu'elle avait besoin de savoir. Il était grand, portant un costume bleu marine sur mesure qui le serrait un peu trop aux épaules, comme pour souligner sa routine à la salle de sport. Il avait ce genre de visage qui était beau dans un magazine, mais cruel en mouvement, avec une mâchoire carrée et des yeux qui scannaient la pièce pour voir qui le regardait. C'était Harrison Sterling. Sarah reconnut le nom grâce au reçu de carte de crédit. Harrison était un gestionnaire de fonds spéculatifs qui avait fait la une récemment, non pas pour ses rendements, mais pour ses rachats agressifs et hostiles. Il était un nouveau riche, essayant désespérément de ressembler à une vieille fortune. Derrière lui suivait une femme qui avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs. Elle était magnifique, portant une robe rouge foncé, mais sa posture était fermée, ses bras croisés défensivement. C'était Jessica, bien que Sarah ne connût pas encore son nom. Jessica semblait nerveuse. Par ici, Monsieur Sterling couina Kevin. Harrison ne reconnut même pas la présence du garçon. Il se dirigea vers la table 1, l'endroit privilégié près de la baie vitrée qui surplombait les lumières de la ville. Il s'assit, écartant largement les jambes, revendiquant l'espace. Sarah prit une profonde inspiration. Elle lissa son tablier.
Tiens juste le coup pour ce service, se dit-elle. Le loyer est du mardi. Papa a besoin de sa physiothérapie. Elle s'avança vers la table, son visage composé dans le masque de servitude plaisante qu'elle portait comme une armure. Bonsoir, dit Sarah, sa voix douce et professionnelle. Bienvenue au Loroni. Je m'appelle Sarah et je m'occuperai de vous ce soir. Harrison ne leva pas les yeux. Il était occupé à inspecter l'argenterie, retournant une fourchette sous la lumière pour vérifier les tâches. De l'eau gazeuse, dit Harrison à la fourchette. Et apportez la carte des vins, la liste de réserve, pas celle que vous donnez aux touristes. Bien sûr, monsieur, dit Sarah. Elle jeta un coup d'œil à la femme. Et pour vous, mademoiselle? Jessica offrit un petit sourire d'excuse. Juste de l'eau plate, s'il vous plaît. Merci. Harrison leva enfin les yeux. Ses yeux se posèrent sur Sarah. Il ne regarda pas son visage. Il regarda ses chaussures bon marché, puis remonta vers ses mains, qui étaient rouges à force de manipuler des assiettes chaudes. Un ricanement tordit sa lèvre. Il avait identifié son statut dans la hiérarchie de son monde, 0. Attendez, dit Harrison, juste au moment où Sarah se tournait pour partir. Oui, monsieur. Assurez-vous que le verre soit vraiment propre cette fois, dit-il assez fort pour que la table voisine entende. La dernière fois que je suis venu ici, les verres étaient troubles. C'est difficile de trouver du bon personnel de nos jours, n'est-ce pas? Sarah sentit une bouffée de chaleur monter dans son cou, mais elle força son expression à rester neutre. J'inspecterai personnellement les verres, monsieur. Faites donc ça. Il la congédia d'un geste de la main, comme on chasse une mouche. Alors qu'elle s'éloignait, elle l'entendit rire, un son sec et aboyant. Il se pencha vers Jessica. Tu dois être ferme avec eux, Jess. Sinon, ils te marchent dessus. C'est une dynamique de pouvoir. Tu ne comprendrais pas. Sarah atteignit le poste de service, ses mains tremblant légèrement. Elle agrippa le comptoir. C'est un cauchemar, chuchota Tonya, la barmaid, en polissant un verre. Il a laissé 5% de pourboire la dernière fois et a essayé de faire virer le valet parce qu'il pleuvait. Je peux le gérer, dit Sarah, bien qu'un nœud d'angoisse se resserra dans son estomac. Elle avait géré des clients impolis auparavant, mais il y avait quelque chose chez Harrison Sterling, une lueur prédatrice dans ses yeux, qui suggérait qu'il s'ennuyait. Et les hommes comme Harrison Sterling, quand ils s'ennuient, aiment jouer à des jeux avec les gens qu'ils considèrent comme inférieurs à eux. 20 minutes plus tard, l'atmosphère à la table a été passée de tendue à suffocante. Sarah s'approcha avec les entrées. Elle équilibra le lourd plateau sur une épaule, sa posture parfaite malgré la douleur dans sa colonne vertébrale. Elle plaça le foie gras au torchon devant Harrison et la salade lyonnaise devant Jessica. Bon appétit, murmura-t-elle, se tournant pour remplir leur verre de vin. Elle avait apporté un Château Margaux 2015, une bouteille qui coûtait plus cher que les soins mensuels de son père. Harrison leva une main, l'empêchant de verser. Il fit tourner le vin déjà présent dans son verre, le reniflant avec ostentation. C'est bouchonné, annonça-t-il. Sarah s'arrêta. Elle s'y connaissait en vin. Elle avait senti le bouchon elle-même lorsqu'elle l'avait ouvert au poste de service. Il était impeccable. Le vin était parfait. Je vous prie de m'excuser, monsieur, dit Sarah doucement. Je l'ai ouvert moi-même il y a quelques instants. Peut-être a-t-il besoin d'un moment pour s'aérer. Harrison frappa du poing sur la table. L'argenterie cliqueta. Le restaurant devint silencieux le temps d'un battement de cœur. Jessica tressaillit. « Est-ce que vous discutez avec moi ?» demanda Harrison, sa voix montant d'une octave. « J'ai dit qu'il est bouchonné. Savez-vous qui je suis? Savez-vous combien de vin j'achète? Je n'ai pas besoin d'une serveuse avec « c'est quoi ça ?» un accent du Queens. Pour me parler de Bordeaux. Il ne faisait pas que se plaindre. Il jouait la comédie. Il essayait d'affirmer sa domination devant Jessica, essayant de passer pour un connaisseur en rabaissant le personnel. « Je vais chercher le sommelier immédiatement, monsieur, dit Sarah, la voix serrée. « Non. » Harrison sourit, une expression cruelle et mince. « Ne dérangez pas le sommelier. Il est occupé avec des tables importantes. Vous pouvez remporter ça et me rapporter le menu. J'ai perdu l'appétit pour le foie gras. Il a l'air caoutchouteux. » Sarah prit l'assiette.
Elle prit le vin. Elle retourna à la cuisine, le visage brûlant. Dans la cuisine, le chef, un grand homme nommé Henri, qui était réellement français, trempa une cuillère dans la sauce retournée. Caoutchouteux. Cet homme est un imbécile. La texture est parfaite. Il fait un spectacle, dit Sarah, s'appuyant contre le comptoir en acier inoxydable. Il veut une réaction. Ne lui en donne pas, avertit Henri. Henderson regarde. Si Sterling fait une scène, Henderson te virera pour sauver la face. Nous le savons tous. Sarah hocha la tête. Elle ne pouvait pas perdre ce travail. Elle avait besoin des pourboires de ce soir. Elle retourna à la table avec les menus. Harrison était penché en arrière, l'air satisfait de lui-même. Jessica avait l'air misérable. Je suis désolé à cause de lui, mima silencieusement Jessica à Sarah, quand Harrison détourna le regard pour vérifier sa montre. Sarah fit un minuscule signe de tête en guise de reconnaissance. Alors, dit Harrison, ouvrant le menu sans le regarder. Il fixa directement Sarah. J'ai envie de quelque chose d'authentique ce soir. Mais lire cette description en anglais est tellement ennuyeux. Cela manque de l'âme du plat, dit-il avec un sourire narquois. Dites-moi, parlez-vous français? C'est un restaurant français, n'est-ce pas? Je connais les plats du menu, monsieur, dit Sarah. Les plats du menu, se moqua Théil. Bonjour, baguette, oui, oui. C'est à peu près l'étendue de la chose pour quelqu'un comme vous, je suppose. Sarah se mordit l'intérieur de la joue. Je peux vous aider pour toute question que vous auriez, monsieur. J'en doute. Harrison rit. Il regarda Jessica. Regarde ça, chérie. On peut toujours juger de la qualité d'un établissement à l'éducation du personnel. Il se tourna de nouveau vers Sarah, les yeux brillants de malice. Il prit une inspiration et changea de langue. Mais il ne parla pas simplement français. Il parla une version rapide, excessivement fioriturée et archaïque du français, parsemée d'argot qu'il avait probablement ramassé lors d'un semestre à l'étranger ou auprès d'un tuteur prétentieux. Il essayait d'être difficile exprès. Harrison ricana, son accent épais et exagéré, lourd sur les gutturales. Traduction, écoute-moi, ma petite. Je veux que tu dises au chef, je veux le canard, mais seulement si la peau est croustillante comme du verre, et apporte-moi un autre vin, quelque chose qui n'a pas le goût de vinaigre. Tu comprends? Ou est-ce que je parle trop vite pour ton petit cerveau? Il s'assit en arrière, croisant les bras, un sourire suffisant plaqué sur le visage. Il attendait le regard vide. Il attendait qu'elle bégaie, qu'elle dise « Je suis désolé, je ne comprends pas », pour qu'il puisse lever les yeux au ciel et exiger un responsable qui parlait la langue de la civilisation. Jessica regarda ses genoux, humiliée pour le compte de Sarah. Harrison, arrête. Commande juste en anglais. Non, non. Harrison gloussa, gardant les yeux sur Sarah. C'est la norme. Si elle travaille ici, elle devrait savoir. Regarde-la. Elle est complètement perdue. C'est pathétique, vraiment. Elle se demande probablement si j'ai demandé du ketchup. Sarah se tenait parfaitement immobile. Les bruits du restaurant s'estompèrent. Elle regarda Harrison Sterling, un homme qui pensait que l'argent achetait l'intelligence, qui pensait qu'un costume achetait la classe. Elle se souvint des amphithéâtres de la Sorbonne. Elle se souvint de sa thèse sur l'évolution des dialectes aristocratiques dans la France du XVIIIe siècle. Elle se souvint des longues nuits à débattre de philosophie dans les cafés du quartier latin, avec des professeurs qui avaient oublié plus de choses sur la langue qu'Harrison n'en saurait jamais. Elle regarda son visage suffisant. L'épuisement dans ses pieds sembla s'évanouir, remplacé par une clarté froide et tranchante. Il voulait un spectacle. Elle allait lui en donner un. Elle ne saisit pas son carnet de notes. Elle n'appela pas Henderson. Elle joignit simplement ses mains devant son tablier, inclina légèrement la tête, et croisa son regard. Le silence à la table s'étira pendant 3 secondes. Le sourire d'Harrison commença à vaciller, juste légèrement. Il s'attendait à de la confusion. Il ne s'attendait pas au calme glacial qui s'installa sur le visage de la serveuse. Puis, Sarah ouvrit la bouche. Sarah ne cligna pas des yeux. Elle ne bégaya pas. Elle ajusta sa posture, déplaçant son poids de manière à se tenir droite, dominant légèrement le milliardaire assis. Lorsqu'elle parla,
le ton de sa voix changea complètement. Disparu, le monotone plat et servile de la serveuse américaine. À sa place se trouvait le timbre riche et résonnant d'une femme qui avait passé 5 ans à défendre des thèses dans les couloirs sacrés de la Sorbonne. Elle lui répondit en français. Mais ce n'était pas juste du français. C'était un dialecte parisien exquis, fluide et haut de gamme, énoncé avec une précision qui faisait passer la tentative d'Harrison pour celle d'un enfant tapant sur un piano. « Monsieur » commença-t-elle, sa voix portant doucement sur le bourdonnement sourd de la salle à manger. Traduction générale, « Monsieur, si vous souhaitez utiliser l'imparfait du subjonctif pour m'impressionner, je vous suggère de revoir vos conjugaisons. Votre demande pour le canard est notée, bien que comparer sa peau à du verre soit une métaphore quelque peu maladroite, généralement réservée à la mauvaise poésie du XIXe siècle. » Harrison se figea. La fourchette qu'il tenait plana à mi-chemin de sa bouche. Sa bouche resta légèrement entr'ouverte. Il comprenait peut-être la moitié de ce qu'elle avait dit, mais le ton, le poids écrasant et indéniable de la supériorité intellectuelle, était universel. Sarah n'avait pas fini. Elle tourna son regard vers le verre de vin qu'il avait rejeté, son expression passant à une pitié académique polie. « Quant au vin, continua-t-elle, ralentissant légèrement comme si elle parlait à un enfant lent. Traduction simple, quant au vin, ce n'est pas du vinaigre. C'est un Château Margaux 2015. L'acidité que vous détectez est la signature des jeunes tanins, qui nécessitent un palais éduqué pour être appréciés. Si cela est trop complexe pour vous, je serais ravi de vous apporter un merlot doux, quelque chose de plus simple, pour correspondre à vos goûts. Le silence qui suivit fut absolu. C'était un silence physique, lourd. À la table voisine, un monsieur aux cheveux argentés baissa son journal. Le commis de salle se figea avec un pichet d'eau. Même Henderson, le directeur, arrêta de polir ses menus à 6 mètres de là, sentant une perturbation dans le champ de force de la salle à manger. Le visage d'Harrison Sterling vira à une teinte violente de cramoisi. Il avait l'air d'avoir été giflé. Son cerveau s'embrouillait pour traiter le renversement. Le scénario avait été retourné. Il était le maître. Elle était la servante. Mais en l'espace de 30 secondes, utilisant l'arme même avec laquelle il avait essayé de l'assommer, le langage, elle l'avait mis à nu. Il ouvrit la bouche pour répliquer, pour crier, pour la virer. Mais il ne pouvait pas trouver les mots français, et revenir à l'anglais maintenant serait un aveu de défaite. Il avait commencé ce jeu. Il ne pouvait pas soudainement renverser le plateau juste parce qu'il perdait. Puis, un son brisa la tension. Un petit rire, court et sec. Il venait de Jessica. Elle plaqua immédiatement une main sur sa bouche, ses yeux s'écarquillant d'horreur devant sa propre réaction. Mais le mal était fait. Elle regarda Harrison, puis Sarah, et pour la première fois de la soirée, ses yeux étaient vivants. Elle ne regardait plus une serveuse. Elle regardait une héroïne. Je balbutia Harrison. Tu. Sarah offrit un sourire qui n'atteignit pas ses yeux, un sourire qui était effroyablement poli. Elle revint à l'anglais sans effort. Je vais lancer le canard pour vous, monsieur, et je vous apporterai le merlot. Je pense que vous le trouverez beaucoup plus facile à avaler. Elle fit un petit signe de tête distinct à Jessica. Mademoiselle. Avec un pivot aussi net qu'un demi-tour militaire, Sarah s'éloigna de la table. Elle ne se pressa pas. Elle marchait la tête haute, le plateau coincé sous le bras, laissant Harrison Sterling se noyer dans son propre embarras, tandis que le fantôme de son français parfait s'attardait dans l'air comme de la fumée. Lorsqu'elle atteignit la sécurité du couloir de service, l'adrénaline qui l'avait maintenue debout s'évanouit soudainement. Ses genoux flanchèrent. Elle agrippa le bord du comptoir en granit au poste de service, sa respiration venant par à-coups courts et saccadés. Ses mains tremblaient si fort que les verres à vin vides sur son plateau s'entrechoquèrent. Qu'est-ce que j'ai fait ? La pensée s'écrasa dans son esprit. Je viens d'insulter un VIP. Je viens d'humilier un homme qui pourrait acheter cet immeuble. Je vais être viré. Je vais perdre l'appartement. Les médicaments de papa. La réalité de sa précarité financière revint au galop, plus froide et plus dure qu'avant. La fierté ne payait pas les factures. Une conjugaison supérieure ne couvrait pas le ticket modérateur pour la physiothérapie. Bennett. La voix était un grognement sourd. C'était Charles Henderson. Sarah serra les yeux pendant une seconde, puis se retourna. Henderson se tenait là,
le visage pâle, ses yeux dardant vers la table 1, où Harrison tapait agressivement sur son téléphone. « Quoi » siffla Henderson, se penchant tout près pour que les autres membres du personnel n'entendent pas. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» « Il a commandé en français, Charles, dit Sarah, sa voix tremblant légèrement. J'ai répondu en français. Je ne parle pas français, Bennett, mais je connais le ton d'une insulte quand j'en entends une. Cet homme vaut 400 millions de dollars. Il amène des clients ici 3 fois par semaine. Henderson passa une main dans ses cheveux clairsemés. Est-ce que tu l'as insulté? Non, dit Sarah. J'ai corrigé sa grammaire, et je lui ai dit que le vin était trop complexe pour lui. Henderson la fixa pendant une seconde. Une lueur d'admiration traversa son visage et il détestait Harrison aussi, mais elle fut rapidement éteinte par la peur. Tu as des envies de mort, chuchota Henderson. Reste à l'arrière. Ne retourne pas à cette table. Envoie Kevin. Si Sterling demande à me voir, tu es fini. Tu comprends que je ne peux pas te sauver s'il décide d'en faire une guerre. Je comprends, chuchota Sarah. Va à la cuisine de préparation. Polis l'argenterie. Reste hors de vue. Sarah hocha la tête et battit en retraite à travers les portes battantes, entrant dans le vacarme de la cuisine principale. La chaleur la frappa comme un coup physique. Les poêles grésillaient. Les chefs criaient des ordres. La vapeur montait en nuages épais. C'était le chaos, mais c'était un chaos net. Elle trouva un coin près de la plonge, saisit un panier de fourchettes et un chiffon à polir. Alors qu'elle frottait les taches d'eau sur le métal, son esprit dériva 3 ans en arrière, vers une vie qui semblait appartenir à une personne entièrement différente. Pour comprendre pourquoi Sarah Bennett, une linguiste de génie, polissait des fourchettes dans un sous-sol à Manhattan, il fallait comprendre la chute. Il y a 3 ans, Sarah était assise dans un café du 6e arrondissement de Paris. La table était couverte de livres. Chomsky, Derrida, Foucault. Elle avait 23 ans, boursière à part entière. La coqueluche du département de linguistique. Elle avait un avenir qui brillait comme de l'or. On parlait d'un poste menant à la titularisation à Genève, ou peut-être d'une bourse de recherche à Tokyo. Elle parlait 4 langues couramment et pouvait en lire 3 mortes. Elle était heureuse. Elle était en sécurité. Puis le téléphone sonna. C'était sa voisine de chez elle, dans l'Ohio, Madame Gable. « Sarah, chérie, c'est ton père. Tu dois rentrer à la maison. C'est grave. » Son père, Thomas Bennett, était charpentier. Un homme fort et calme qui avait élevé Sarah seule après la mort de sa mère quand elle avait 6 ans. Il avait travaillé des doubles quarts, ponçant des parquets et construisant des armoires, pour payer sa licence. Il n'avait jamais compris son obsession pour les langues. C'était un homme de peu de mots lui-même, mais il l'avait regardée avec une fierté si féroce et rayonnante quand elle était entrée à la Sorbonne. « Ma fille, disait-il à ses compagnons de boisson au bar local, va être docteur. Pas le genre qui fait des piqûres, le genre qui sait des choses. » L'attaque avait été massive. C'était arrivé sur un chantier. Il était tombé d'une échelle. Quand Sarah arriva à l'hôpital dans l'Ohio, portant encore sa valise avec l'étiquette de bagages de Paris, le médecin avait été brutal. Thomas avait survécu, mais les dégâts étaient étendus. Il était paralysé du côté droit. Il souffrait d'aphasie, la plus cruelle des ironies. L'homme qui avait travaillé pour que sa fille puisse maîtriser le langage avait perdu sa propre capacité à parler. Et puis vinrent les factures. Thomas avait laissé son assurance expirer pour aider à payer le billet d'avion de Sarah pour la France l'année précédente. La chute de l'échelle fut jugée comme une négligence par l'entreprise pour laquelle il travaillait en sous-traitance. Ils nièrent toute responsabilité. Le système de santé américain ne se souciait pas du doctorat de Sarah. Il ne se souciait pas de son potentiel. Il se souciait des 40 000 $ nécessaires pour l'opération initiale, des 3 000 par mois pour le centre de rééducation, du coût des médicaments. Sarah fit le choix en un battement de cœur. Il n'y avait pas d'autre option. Elle ne pouvait pas le laisser dans un établissement public où les infirmières étaient surmenées et les draps trop fins. C'était son père. Elle se retira de la Sorbonne. Elle vendit ses livres. Elle le déplaça dans un établissement spécialisé au nord de l'État de New York, où les soins étaient bons, mais le prix astronomique. Elle déménagea en ville pour trouver du travail. Le monde académique ne payait pas rapidement.
Servir des tables dans des restaurants haut de gamme, si. Si vous vous démeniez, si vous faisiez les doubles services, si vous tolériez les abus des riches, vous pouviez dégager 6 000 par mois. Chaque centime allait au fond pour papa. Elle vivait dans un appartement de la taille d'un placard dans le Queens avec 2 colocataires. Elle mangeait des ramen. Elle marchait pour économiser le ticket de métro. Elle arrêta de lire, parce que cela faisait trop mal de se rappeler ce qu'elle avait perdu. Et ce soir, Harrison Sterling l'avait regardé et avait vu un 0. Il avait vu une paysanne. Sarah frotta une fourchette si fort que ses articulations devinrent blanches. La colère était une pierre froide dans sa poitrine. Ce n'était pas juste à propos de l'insulte. C'était à propos de l'injustice. Harrison Sterling n'avait probablement jamais travaillé physiquement un seul jour de sa vie. Il déplaçait de l'argent sur un écran. Il détruisait des entreprises par sport. Et il avait l'audace de la juger. Sarah. Une voix douce brisa sa rêverie. C'était Kevin, le commis de salle adolescent. Il avait l'air terrifié. « Qu'est-ce qu'il y a, Kevin ?» demanda Sarah, sans lever les yeux. La table 1, couina Kevin. Le type, Monsieur Sterling. Il demande le directeur. Et il te demande. Il dit. Il dit que tu as volé sa carte de crédit. Sarah lâcha la fourchette. Elle cliqueta bruyamment sur la table en acier inoxydable. Il quoi? Il crie, dit Kevin, les yeux écarquillés. Il dit qu'il a laissé sa carte noire sur la table quand il est allé aux toilettes et maintenant elle a disparu. Il dit que tu es la seule qui était près de la table. Il appelle la police. Sarah sentit le sang se retirer de son visage. C'était un mensonge. Un mensonge vicieux, mesquin et calculé. Harrison savait qu'il ne pouvait pas la faire virer pour avoir corrigé son français, cela le ferait paraître faible. Mais le vol. Le vol était une fin de carrière. Le vol signifiait un casier judiciaire. Le vol signifierait perdre son emploi, et si elle perdait son emploi, son père serait expulsé de la maison de soins sous 30 jours. Harrison n'essayait plus juste de l'humilier. Il essayait de la détruire. « Où est Henderson ?» demanda Sarah, en détachant son tablier. « Il est là-bas. » Il essaie de le calmer. Mais Sterling hurle. Il fait une scène énorme. Tout le monde filme. Sarah ferma les yeux. Elle prit une profonde inspiration. Elle pensa au visage de son père, à la façon dont il la regardait quand il ne trouvait pas les mots. Il lui avait appris à être forte. Il lui avait appris que la vérité était la seule chose qui comptait. Elle ne pouvait pas se cacher dans la cuisine. Si elle se cachait, elle avait l'air coupable. D'accord, dit Sarah. Sa voix était étonnamment stable. Elle lissa ses cheveux. Elle ajusta son chemisier. Elle ramassa son tablier et le renoua, plus serré cette fois. C'était une armure de combat. Je sors. Elle poussa les portes battantes, laissant la vapeur et le bruit de la cuisine derrière elle, et entra de nouveau dans l'air frais et traître de la salle à manger. La scène était pire que ce qu'elle avait imaginé. Harrison Sterling se tenait au milieu du restaurant, le visage tordu dans une performance d'indignation vertueuse. Il pointait un doigt vers Henderson, qui avait l'air sur le point de s'évanouir. Jessica était assise à la table, la tête dans ses mains, l'air mortifié. « Je veux qu'elle soit arrêtée » beugla Harrison, sa voix résonnant sur le plafond voûté. « Je laisse ma carte sur la table pendant 2 minutes, et la domestique décide de s'offrir un bonus. Cet endroit est un repère de voleurs. Je ferai fermer cet endroit. » Il repéra Sarah émergeant de la cuisine. Un sourire de prédateur traversa son visage. Il pointa un doigt manucuré directement vers son cœur. « La voilà » hurla Harrison. « La voleuse. Fouillez-la. Elle l'a probablement dans sa poche en ce moment même. » Tous les yeux du restaurant se tournèrent vers Sarah. Les riches clients, les touristes, le personnel. Des téléphones étaient levés, enregistrant le spectacle. Sarah s'avança. Elle ne regarda pas les téléphones. Elle ne regarda pas Henderson. Elle regarda directement Harrison. Elle s'arrêta à 1,50 m de lui. « Je n'ai pas pris votre carte, Monsieur Sterling, » dit Sarah calmement. « Et vous le savez. »« Oh, je le sais ?» Harrison rit, un son dur et laid.
Tu es une serveuse. Tu es désespérée. J'ai vu tes chaussures. J'ai vu la façon dont tu regardais ma montre. Vous, les gens, vous êtes tous pareils. Vous pensez que le monde vous doit quelque chose parce que vous avez raté votre vie. Il fit un pas de plus, envahissant son espace personnel. Vide tes poches maintenant ou j'appelle la police de New York et ils te fouilleront à nu à l'arrière d'une voiture de patrouille. Ton choix, ma jolie. La pièce était mortellement silencieuse. C'était le précipice. Si elle vidait ses poches, elle se soumettait à son pouvoir. Si elle refusait, la police viendrait. Mais Harrison avait commis une erreur. Dans son arrogance, il avait oublié une variable cruciale. Il avait supposé que parce que Sarah était une serveuse, elle était seule. Il supposait qu'elle n'avait pas d'alliés. Il supposait que dans cette salle de richesse et de pouvoir, l'argent était la seule voie qui comptait. Il avait tort. Depuis la table du coin, la table 4, la table calme dans l'ombre, une chaise racla bruyamment contre le sol. Le monsieur aux cheveux argentés qui lisait le journal se leva. C'était un homme plus âgé, peut-être vers la fin de la soixantaine, portant une veste en tweed qui semblait usée mais coûteuse. Il sirotait un seul verre de cognac depuis une heure, regardant, écoutant. Il marcha vers l'agitation. Il ne marchait pas avec l'assurance agressive d'Harrison. Il marchait avec l'autorité lente et terrifiante d'un homme qui possédait le sol sur lequel il se tenait. Cela suffira, monsieur Sterling, dit l'homme. Sa voix était basse, rocailleuse, et portait un accent incontestablement européen. Harrison se retourna brusquement. C'est qui ce bordel? Mêlez-vous de vos affaires, papy. C'est entre moi et la voleuse. L'homme plus âgé s'arrêta. Il regarda Harrison avec une expression de profond ennui. Puis il regarda Sarah. Il lui offrit une légère inclinaison de la tête. Je crois, dit l'homme, se tournant de nouveau vers Harrison, que vous êtes celui qui est confus. Et je crois que si vous vérifiez la poche intérieure de votre veste, celle de gauche que vous avez tapotée nerveusement quand vous vous êtes levé pour commencer cette mascarade, vous trouverez votre carte American Express. Harrison se figea, sa main tressaillit. Il combattit l'envie de vérifier la poche. Vous êtes fou, ricana Harrison. Je ne l'ai pas mise dans ma poche. Vérifiez-la, ordonna l'homme plus âgé. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Harrison hésita. La pression de la pièce changeait. Les caméras étaient maintenant braquées sur lui. Avec une grimace, il fourra sa main dans sa poche intérieure gauche, purement pour prouver que le vieil homme avait tort. Son visage se relâcha. Il sortit sa main lentement. Entre ses doigts se trouvait la carte noire en titane. Un halètement traversa la salle. Ah, dit l'homme plus âgé sèchement. Un miracle. Il semble que les lois de la physique se soient suspendues pour transporter la carte de la table à votre poche. Ou peut-être êtes-vous un menteur qui tente de détruire la vie des travailleuses par sport. Le visage d'Harrison devint violet. Je devais la voir. C'était une erreur. Ce n'était pas une erreur, dit Sarah. Sa voix était glaciale. C'était une tactique. Harrison regarda autour de lui. La foule se retournait contre lui. Les clients qui avaient regardé Sarah avec suspicion regardaient maintenant Harrison avec dégoût. Ce service est terrible, hurla Harrison, essayant de reprendre le contrôle. Je pars. Jessica, on y va. Il se tourna pour attraper le bras de Jessica. Jessica se leva. Elle ramassa sa pochette. Elle regarda Harrison. Puis elle regarda Sarah. Non, dit Jessica. Harrison s'arrêta. Quoi? J'ai dit non, dit Jessica, sa voix tremblante mais devenant plus forte. Je ne vais nulle part avec toi. Tu es un monstre, Harrison. Un petit monstre pathétique et peu sûr de lui. Elle se tourna vers Sarah. Je suis tellement désolé pour tout. Jessica, monte dans la voiture, grogna Harrison, son masque glissant complètement maintenant. Il avait l'air dangereux. Elle ne part pas avec vous, dit le monsieur plus âgé, s'interposant entre Harrison et Jessica. Tu veux te battre, le vieux? Harrison s'avança, les poings serrés. L'homme plus âgé sourit. C'était un sourire de loup. Je ne me bats pas, dit l'homme. J'ai viscère. Dites-moi,
Monsieur Sterling, vous travaillez pour Sterling Capital, n'est-ce pas? Ouais, je suis le PDG. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis Lucien Valmont, dit l'homme doucement. La couleur ne se contenta pas de se retirer du visage d'Harrison, elle disparut. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Valmont, chuchota Harrison. Comme dans Valmont International? Le même, dit l'homme. Nous sommes l'actionnaire majoritaire de la banque qui souscrit l'effet de levier de votre fonds spéculatif. En fait, je crois que nous détenons environ 60% de votre dette. Harrison commença à trembler. Valmont International était un conglomérat européen légendaire. Ils étaient les baleines qui mangeaient les requins comme Harrison au petit déjeuner. Lucian. Monsieur Valmont, bégaya Harrison, sa posture s'effondrant. Je ne savais pas. C'est un honneur. Taisez-vous, dit Lucien. Il sortit un téléphone de sa poche. Je vais passer un appel à mon conseil d'administration à Zurich. Je pense qu'il est temps que nous rappelions vos prêts. Tous. Ce soir. Non, halta Harrison. Non, s'il vous plaît. Cela me mettrait en faillite. Corrompu. Vous ne pouvez pas faire ça pour une dispute au dîner. Je peux le faire parce que je n'aime pas votre caractère, dit Lucien calmement. Et je ne confie pas mon argent à des hommes qui manquent de caractère. Lucien se tourna vers Sarah. Mademoiselle, dit Lucien, je m'excuse pour le dérangement. Et puis j'ajoutai, votre analyse du château Margaux était impeccable. C'est en effet le millésime 2015 qui demande de la patience. Il se tourna de nouveau vers Harrison. Sortez avant que je décide d'acheter votre immeuble et de vous expulser de votre propre maison. Harrison regarda autour de lui. Il était seul, vaincu, publiquement castré par un homme avec un vrai pouvoir. Il ne dit pas un mot. Il se tourna et s'enfuit du restaurant, les lourdes portes en chêne claquant derrière lui. La salle à manger éclata en applaudissements, mais Sarah n'entendit pas les applaudissements. Elle regardait Lucien Valmont. Le nom lui disait quelque chose, pas de la finance, mais de son passé. Valmont. Valmont. Soudain, le souvenir fit clic. La Fondation Valmont, le plus grand donateur de bourses linguistiques en Europe. Lucien la regarda, les yeux pétillants. Vous êtes Sarah Bennett, n'est-ce pas? Celle qui a écrit la thèse sur les dérives sémantiques dans la France post-révolutionnaire. La bouche de Sarah s'ouvrit. Vous avez lu ma thèse? La lire? Lucien sourit. Ma chère, j'étais dans le comité qui allait vous attribuer la bourse de Genève avant que vous ne disparaissiez. Je vous cherche depuis 3 ans. Les applaudissements au Lauroni finirent par s'estomper, remplacés par un murmure électrique et bourdonnant. L'énergie dans la pièce avait changé tectoniquement. Il y a 5 minutes, Sarah Bennett était une serveuse maladroite accusée de vol. Maintenant, elle était la protagoniste d'un drame réel que les clients raconteraient lors de cocktails pendant des semaines. Mais Sarah ne pouvait pas ressentir le triomphe. Elle se sentait vidée. La décharge d'adrénaline la laissait tremblante, ses mains serrant son tablier comme si c'était la seule chose qui la maintenait debout. Charles Henderson, le directeur, qui avait été prêt à la jeter au loup quelques instants auparavant, se matérialisa soudainement à son coude. Son visage était un masque d'obséquiosité frénétique et suante. Sarah. Mon Dieu, Sarah, chuchota Henderson, sa voix montant dans les aigus à cause des nerfs. C'était incroyable. Je ne savais pas que tu connaissais Monsieur Valmont. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Nous aurions pu. Je veux dire, j'aurais traité toute cette situation différemment. Sarah tourna lentement la tête pour le regarder. Elle le vit pour ce qu'il était, une girouette tournant dans n'importe quelle direction où soufflait le vent du pouvoir. Vous alliez me virer, Charles, dit-elle doucement. Vous alliez laisser la police m'emmener. Non, non. J'étais juste en train de désamorcer, bégaya Henderson, essuyant son front avec un mouchoir en soie. C'était le protocole. Mais écoute, prends le reste de la soirée. Payé. En fait, prends la semaine. Payé. Nous t'apprécions tellement ici, Sarah. Allez-vous-en, Monsieur Henderson. Une voix profonde coupa la parole. Lucien Valmont ne s'était pas rassis. Il se tenait près de la table 4, sa présence commandant l'espace.
Il fit signe vers la chaise vide en face de lui. Mademoiselle Bennett, dit Lucien, son ton doux mais ferme. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous êtes debout depuis trop longtemps, et nous avons beaucoup à discuter. Je ne peux pas m'asseoir avec un client, dit Sarah automatiquement, les règles de l'industrie du service câblées dans son cerveau. C'est contre la politique. Lucien jeta un coup d'œil à Henderson. J'achète la dette de ce restaurant demain matin, ainsi que celle de Monsieur Sterling. Je crois que je peux définir la politique. Charles, apportez à Mademoiselle Bennett un verre d'eau, et peut-être un verre du millésime qu'elle a si savamment défendu. Henderson s'éloigna précipitamment comme un crabe effrayé. Sarah regarda la chaise, puis le visage bienveillant et ridé de Lucien. Elle détacha son tablier. C'était comme changer de peau. Elle s'assit. Avant que Lucien ne puisse parler, une ombre tomba sur la table. Sarah tressaillit, s'attendant à ce qu'Harrison soit revenu, mais c'était Jessica. La femme à la robe rouge semblait secouée. Son mascara était légèrement taché, mais elle avait l'air plus humaine, plus réelle qu'elle ne l'était quand elle était entrée. Elle serrait son sac à main des deux mains. Je voulais juste dire, commença Jessica, sa voix se brisant, merci, et je suis désolée. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt quand il s'est moqué de ton français. Je savais que c'était mal. J'avais juste peur de lui. Sarah regarda Jessica. Elle vit une femme piégée dans l'orbite d'un narcissique. Une femme qui venait de trouver sa rampe de sortie. Vous n'avez pas à vous excuser, dit Sarah. C'est une brute. Les brutes font peur à tout le monde. Jessica hocha la tête, essuyant une larme de sa joue. Elle fouilla dans son sac et sortit une liasse de billets, ce qui ressemblait à 500 $. Elle la plaça sur la table, puis attrapa une serviette et griffonna un numéro dessus. Ce n'est pas un pourboire, dit Jessica. C'est une excuse. Et c'est mon numéro personnel. Mon père possède une galerie à Chelsea. Nous avons besoin de gens qui comprennent l'art et l'histoire. Si jamais tu veux un travail où tu n'as pas à servir des abrutis comme Harrison, appelle-moi. Sérieusement. Jessica regarda Lucien, fit un petit signe de tête respectueux, et sortit du restaurant. La tête haute. Elle prit un taxi seul, laissant le SUV de luxe d'Harrison Sterling vide au bord du trottoir. Sarah fixa la serviette. Le monde tournait trop vite. Une chose rare, songea Lucien en regardant Jessica partir. Le caractère se trouve souvent dans les moments les plus inattendus. Il tourna toute son attention vers Sarah. L'espièglerie disparut de ses yeux, remplacée par une intelligence vive et scrutatrice. Maintenant, Sarah, parlons de la Sorbonne. Sarah prit une gorgée de l'eau qu'Henderson avait nerveusement placée devant elle. C'était il y a longtemps, monsieur Valmont. 3 ans, ce n'est pas long, corrigea Lucien. Pas pour un esprit comme le vôtre. Savez-vous pourquoi je me souviens de votre nom? Sarah secoua la tête. J'étais juste une étudiante. Il y en avait des centaines comme nous. Non. Lucien sourit. Il y avait des centaines d'étudiants. Il n'y en avait qu'une qui a écrit l'architecture sémantique du silence, ce qui est laissé non dit dans les décrets post-révolutionnaires. Je l'ai lu. J'admets que je suis financier par métier, mais linguiste par passion. Ma fondation finance 40% des bourses d'anthropologie linguistique en Europe. Votre papier. Il remettait en question le récit établi. C'était audacieux. C'était brillant. Il se pencha en avant. Nous étions prêts à vous offrir la bourse de Genève. C'est la bourse la plus prestigieuse que nous ayons. Recherche entièrement financée, allocation, logement en Suisse. Et puis vous avez disparu. Le chef de département a dit que vous vous étiez retiré en raison d'une urgence familiale. Nous avons essayé de vous contacter mais votre numéro français était coupé. Sarah baissa les yeux vers ses mains. La honte de sa pauvreté la submergea. Je ne pouvais pas rester. Mon père, il a eu une attaque. Je suis revenu dans l'Ohio. Les factures. Elles étaient impossibles. Et donc vous êtes venu à New York, déduisit Lucien. Pour faire de l'argent rapidement. L'établissement de soins coûte 6 000 $ par mois, chuchota Sarah. Les médicaments, c'est encore 1200. Je n'avais pas le choix. J'ai dû troquer la bibliothèque pour le plateau. Lucien hocha la tête lentement. Il n'offrait pas de pitié.
Il offrait de la compréhension. Vous avez sacrifié votre avenir pour son présent. C'est une chose noble, Sarah. Mais c'est une tragédie pour le monde académique. Un esprit comme le vôtre ne devrait pas s'inquiéter des droits de bouchon et des gestionnaires de fonds spéculatifs arrogants. C'est ma vie maintenant, dit Sarah, essayant de paraître forte. Je gère. Vraiment? Lucien fit un geste vers ses chaussures éraflées, les cernes sous ses yeux. Vous survivez. Vous ne vivez pas. Et vous n'utilisez certainement pas vos dons. Il plongea la main dans la poche de sa veste, la même poche d'où il avait miraculeusement produit la carte d'Harrison, et sortit une carte de visite. Ce n'était pas la carte flashy estampée d'un banquier. C'était un papier cartonné épais de couleur crème avec une typographie noire simple. La Fondation Valmont. Sarah, dit Lucien, je ne suis pas venu à New York pour la nourriture. Je suis venu parce que nous ouvrons une nouvelle aile de la Fondation ici à Manhattan. Nous numérisons et traduisons les lettres privées de l'aristocratie française du XVIIIe siècle. Des millions de documents qui n'ont jamais été étudiés. Nous avons besoin d'un directeur de l'interprétation archivistique. Il fit glisser la carte sur la table. Je n'ai pas besoin d'un gestionnaire, dit Lucien. J'en ai plein. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend l'âme de la langue. J'ai besoin de quelqu'un qui peut lire une lettre de 1793 et me dire si l'auteur avait peur ou espoir en se basant sur la conjugaison d'un verbe. J'ai besoin de vous. Sarah fixa la carte. Elle semblait brûlante au toucher. Monsieur Valmont, dit-elle, la voix tremblante. Je ne peux pas quitter New York. Mon père est dans un établissement au nord de l'État. Je lui rends visite tous les dimanches et les emplois universitaires. Il ne paie pas assez. J'ai besoin de l'argent liquide des pourboires. J'ai des dettes. J'ai tellement de dettes. Lucien haussa un sourcil. Pensez-vous que je vous offrirai un poste qui paie moins que le service? Il sortit un stylo de sa poche et écrivit un chiffre au dos de la serviette que Jessica avait laissée. Il la retourna. C'était un salaire de base. 185 000 $ par an. Sarah arrêta de respirer. C'était 3 fois ce qu'elle gagnait ici, même les bons soirs. Plus les avantages, ajouta Lucien nonchalamment. Médical complet, dentaire, et parce que le groupe Valmont détient une participation majoritaire dans l'Institut neurologique Saint-Jude à Westchester. Il fit une pause, laissant le nom pénétrer. Sarah halta. Saint-Jude était le meilleur établissement du pays. C'était l'endroit où les médecins avaient dit qu'il pourrait réellement aider son père à retrouver la parole, mais il ne prenait pas Medicaid, et la liste d'attente était de 5 ans. Je peux faire transférer votre père là-bas d'ici lundi, dit Lucien. Couvert entièrement par le plan d'assurance de l'entreprise. Il aura la meilleure thérapie physique et orthophonique au monde. Et comme l'institut n'est qu'à 40 minutes de la ville, vous pourrez lui rendre visite les mardis soirs ainsi que les dimanches. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Elles débordèrent, traçant des sillons à travers l'anticerne bon marché. Ce n'était pas juste une offre d'emploi. C'était une bouée de sauvetage. C'était la fin de la noyade. Pourquoi, s'étrangla-t-elle. Pourquoi feriez-vous cela pour moi? Lucien se pencha en arrière, son expression sérieuse. Parce que ce soir, vous avez tenu tête à un homme qui pensait que son argent faisait de lui un dieu, dit Lucien. Vous avez utilisé votre esprit comme une épée. Vous m'avez rappelé que la dignité ne s'achète pas. J'investis dans les gens, Sarah, et je parie sur vous. Il se leva. Présentez-vous à l'adresse sur cette carte lundi matin à 9 h. Portez des chaussures confortables. Nous avons beaucoup de lectures à faire. 6 mois plus tard, la bibliothèque de la Fondation Valmont, à Manhattan, était un sanctuaire de silence et de lumière. Des grains de poussière dansaient dans les rayons de soleil qui filtraient à travers les hautes fenêtres, illuminant des rangées d'anciens manuscrits reliés en cuir. Sarah Bennett était assise à un grand bureau en acajou, portant un blazer qui lui allait parfaitement et des chaussures qui ne faisaient pas mal. Elle examinait une lettre délavée de 1794, utilisant une loupe pour déchiffrer l'écriture bouclée et frénétique d'une comtesse française attendant son procès. Directrice Bennett? Sarah leva les yeux. C'était son assistant, un jeune étudiant brillant de Columbia nommé David. Oui, David. Nous avons la traduction des lettres de merci prête pour votre révision. Et il y a un visiteur pour vous dans le hall. Il dit qu'il vous connaît.
Sarah fronça les sourcils. A-t-il donné un nom? Non, mais il est en fauteuil roulant. Il est avec une infirmière. Le cœur de Sarah bondit. Elle se leva, abandonnant le XVIIIe siècle pour le présent, et marcha rapidement hors du bureau, le long du couloir et dans le hall au mur de verre. Là, assis dans un fauteuil roulant motorisé élégant, se trouvait Thomas Bennett. Il avait l'air différent. La pâleur grise de l'établissement public avait disparu, remplacée par une bonne mine. Il portait une chemise en flanelle propre. À côté de lui se tenait une infirmière de Saint-Jude. « Papa, » dit Sarah, ralentissant à son approche. « Est-ce que tout va bien? Est-ce une urgence? » Thomas la regarda. Ses yeux, autrefois assombris par la confusion et la frustration, étaient clairs. Il leva sa main gauche, sa bonne main, et la tendit vers elle. Il prit une profonde inspiration. Sa bouche travailla, les muscles se tendant sous l'effort. Il suivait une orthophonie intensive depuis 5 mois. Sarah, rapatait-il. Le mot était rugueux comme du gravier, mais il était distinct. Sarah se figea. C'était la première fois qu'elle l'entendait dire son nom en 3 ans. Papa. Les larmes jaillirent de ses yeux. Thomas serra sa main. Il prit une autre inspiration. Il regarda autour du hall, le marbre, les livres, la vie que sa fille avait reconquise. Puis il la regarda de nouveau. Fier, dit-il. Si. Fier. Sarah tomba à genoux et enroula ses bras autour de lui, enfouissant son visage dans son épaule. Elle pleura, non pas d'épuisement ou de peur, mais d'une joie si pure qu'elle avait l'impression qu'elle pourrait la briser. Elle avait récupéré sa vie. Elle avait récupéré son père. Et quelque part dans la ville, Harrison Sterling était probablement en train de crier après un serveur ou de vérifier son portefeuille d'actions alors qu'il s'effondrait pour toujours, poursuivant un sentiment de valeur qu'il ne trouverait jamais. Il avait ses millions, peut-être, mais Sarah. Sarah avait les mots. Et comme elle l'avait prouvé ce soir-là au Loroni, les mots étaient les seules choses qui duraient vraiment. Et c'est ainsi qu'une serveuse avec un doctorat a fait tomber un milliardaire sans élever la voix. C'est un rappel que la vraie classe n'est pas ce que vous portez ou ce que vous commandez. C'est la façon dont vous traitez les gens. Harrison Sterling a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture, surtout quand ce livre peut vous lire en 3 langues différentes. Sarah n'a pas seulement gagné une dispute. Elle a reconquis son destin. Si vous avez aimé cette histoire de justice servie froide avec un accompagnement de français parfait, s'il vous plaît appuyez sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que le savoir est le pouvoir. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire sonner la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Que auriez-vous fait à la place de Sarah? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.